J'appelle la commission suivante du professeur Aziz Zanan, traitement des cancers localisés de l'œsophage et de l'estomac, cas particulier des tumeurs de la jonction œsogastrique, traitement des cancers localisés de l'œsophage et de l'estomac, et cas particulier des tumeurs de la jonction œsogastrique. Merci pour l'introduction. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci au professeur Demestier. C'est un réel plaisir que d'être ici à l'Académie nationale de chirurgie. C'est ma première fois. Et je voudrais aussi remercier tous les experts orateurs qui ont accepté aussi de venir ce matin vous présenter la prise en charge des cancers localisés de l'œsophage et de l'estomac. Alors, quant à moi, quand Gabriel n'a pas pu traiter de façon efficace ces tumeurs et qu'il les a adressées aux chirurgiens, il y a quand même un risque de récidive malgré la chirurgie. Et donc, la question, ça va être quels sont les traitements complémentaires qu'on va pouvoir proposer aux malades pour justement augmenter les chances de guérison. Donc, je vais vous parler des cancers localisés de l'estomac et de l'œsophage, avec un cas particulier sur les tumeurs de la jonction œsogastrique. Et je n'aborderai pas les tumeurs avec instabilité des microsatellites. Ce sera le professeur André qui vous en parlera. Ça, c'est mes conflits d'intérêts. Juste pour, en préambule, vous dire qu'il existe des recommandations françaises sur la prise en charge des cancers de l'œsophage et des cancers d'estomac. Donc, on a la chance d'avoir Guillaume Piessène qui coordonne le TNCD sur le cancer de l'œsophage. Et moi, j'ai l'honneur de coordonner le Thésaurus sur la prise en charge des cancers de l'estomac. Et vous voyez, en fait, une mise à jour assez récente, 2003 pour l'œsophage et 2024 pour l'estomac, car effectivement, il y a une actualité extrêmement dense aujourd'hui dans la prise en charge de ces tumeurs. Juste en introduction aussi, rajouter que les cancers de l'œsophage et de l'estomac, c'était un peu le parent pauvre des cancers digestifs et qu'on a vu ces dernières années une multitude d'essais randomisés de phase 3 positifs qui ont amélioré la prise en charge des malades, mais qui ont aussi complexifié la prise en charge de ces patients. Alors, ce que je vous propose, c'est de dérouler ma présentation sous forme de cas cliniques pour pouvoir favoriser l'interaction. Donc, je vais vous poser des questions tout au long de ma présentation et ça fera partie aussi des questions qu'on aura à la fin. Donc, cas clinique numéro 1, cancer de l'œsophage. Donc, il s'agit d'un patient, d'un homme âgé de 69 ans qui présente des accidents répétés d'accrochage thoracique moyen des aliments depuis 3 mois. Il a une altération de l'état général assez modérée et il a un BMI actuel à 23. Il a comme antécédent une hypertension artérielle traitée par des bêta-bloquants, une appendicectomie. On voit qu'il a une intoxication alcoolo-tabagique assez prononcée. L'examen clinique, enfin l'examen physique est sans particularité. Donc, face à cette situation, quel est l'examen au singulier que vous proposez en première intention? Là, je pense que tout le monde sait. Alors, donc, effectivement, c'est une endoscopie avec biopsie. Donc, l'endoscopie montre une tumeur bourgeonnante et ulcérée, franchissable, qui se situe au tiers moyen de l'œsophage. Vous voyez qu'elle est implantée sur toute sa circonférence. Et puis, alors, c'est une tumeur qui est franchissable, donc on a pu analyser l'œsophage en dessous, l'estomac et la partie initiale de l'intestin grêle qui était normale. Les biopsies qui ont été réalisées sur cette tumeur de l'œsophage, donc vous voyez ici qu'il y a 6 prélèvements qui ont été réalisés, alors que les recommandations, c'est plutôt 10. Et l'ANAPAD conclut un carcinome épidermoïde bien moyennement différencié. Alors, quel examen proposez-vous en première intention dans le cadre du bilan d'extension? Une écho-endoscopie digestive haute, un TDM thoraco-abdominopelvien, un TEP scanner, une scintigraphie osseuse, un scanner cérébral, un dosage du marqueur tumoral ACE et une pan-endoscopie ORL. Je vous embête ce matin. Hein. Pensiez... Tiens. Je pense que le professeur Piessène est au courant. Je ne sais pas, j'hésite un peu. Peut-être une scintille. Non. On va commencer par un scanner, et un TEP scanner pour vérifier qu'il n'y ait pas de lésion à distance avant peut-être d'aller voir localement comment ça se passe. Scanner et TEP scan, tu m'as dit? En première intention, c'est au singulier, c'est au pluriel, c'est choix multiple. Tu peux faire plusieurs examens. Il y aura plusieurs. Moi, je ferai un scanner et un TEP scan déjà. Non, tu veux que je fasse une écho endo déjà? Non.
Alors, ce qui est proposé dans les recommandations, c'est de faire un scanner en première intention sans autres examens en première intention. Parce que si vous avez une maladie qui est métastatique, vous n'avez pas besoin de faire d'autres examens. La prise en charge sera malheureusement palliative. Donc, ce que je ne vous ai pas dit peut-être à l'introduction, c'est que la maladie, quand elle est palliative, enfin, quand elle est métastatique, elle est palliative et le traitement repose sur un traitement systémique par de la chimiothérapie et éventuellement de l'immunothérapie. Donc, première intention, c'est un scanner. Alors, souvent, en fait, on demande un scanner TAP, mais il ne faut pas oublier également de demander des coupes cervicales, ce qui va permettre, en fait, cet examen de faire un bilan d'extension locale à la recherche d'une atteinte loco-régionale au niveau trachéobronchique, l'aorte, le péricarde et la plèvre, ce qui seront en fait des critères de non-résécabilité pour une tumeur localement avancée, et bien entendu également de faire un bilan à la recherche de lésions à distance et des métastases, qu'elles soient ganglionnaires, pulmonaires, hépatiques. Le TEP scanner est réalisé en deuxième intention si le scanner n'a pas montré de lésions métastatiques, puisqu'on sait que dans 15% environ, on va mettre en évidence des métastases non dépistées par le scanner. Et l'écho-endoscopie œsophagienne ne sera réalisée qu'en troisième intention si le scanner et le TEP scanner n'ont pas montré de lésions à distance, ce qui permettra de faire un bilan d'extension loco-régional qui sera affiné par rapport aux examens précédents. Le message clé pour l'écho-endoscopie, c'est qu'il ne doit pas être réalisé si la tumeur est sténosante, infranchissable, puisque vous avez besoin de poser votre endoscope et l'échographie à la hauteur de la tumeur. Donc, si vous ne pouvez pas la traverser, vous ne pouvez pas faire un examen optimal. Le scanner cérébral et la scintigraphie osseuse, c'est en cas de signe d'appel. Il n'est pas fait de façon systématique. Donc, ce patient de 69 ans qui a une dysphagie solide depuis 3 mois, une légère altération d'état général et pour lequel la fibroscopie a montré un cancer de l'œsophage du tiers moyen, un carcinome épidermoïde, avec un bilan d'extension dont je vais vous donner les résultats. Donc, le scanner montre un épaississement du tiers moyen de l'œsophage, il n'y a pas de lésion à distance. Le TEP scanner montre une hyperfixation métabolique de la lésion œsophagienne avec 2 adénopathies péritumorales centimétriques, pas de lésion à distance. Donc, on fait l'écho-endoscopie pour affiner ce bilan d'extension loco-régionale. On voit que la lésion, elle franchit la musculeuse, mais sans la traverser. Et on confirme ces 2 adénopathies suspectes péritumorales qu'on avait vues sur le TEP scanner. Donc, le dossier est discuté en RCP. Et donc, on conclut sur le bilan préthérapeutique à une tumeur qui est UST T2N1, donc considérée comme résécable. Il n'y a pas de critère de non-résécabilité loco-régionale. Et donc, la question qui est posée, c'est quelle est la prochaine étape avant le traitement? Donc, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier quand on prend en charge un patient qui a un cancer épiderme de l'œsophage résécable, a priori, avant de l'envoyer directement voir l'oncologue ou le chirurgien? Donc, en fait, il faut faire de façon systématique le bilan des cancers associés, puisqu'on sait qu'environ dans 15 à 20% des cas, pour les patients qui ont un carcinome épiderme de l'œsophage, vous allez mettre en évidence un autre cancer qui va bien entendu impacter votre prise en charge, puisque ces patients, en fait, partagent le même facteur de risque pour les cancers ORL et les cancers du poumon. Donc, ce qu'il faut faire de façon systématique, c'est une bonne endoscopie ORL sous anesthésie générale et une fibroscopie trachéobronchique pour éliminer à la fois un cancer de ORL et un cancer bronchopulmonaire. L'autre chose qui est capitale également dans les cancers de l'œsophage, c'est le bilan d'opérabilité, puisqu'on a environ un quart des patients qui, malgré une tumeur résécable, ne sera pas opérable. Puisque souvent, ces patients sont dénutris, ont un bilan respiratoire assez limite parce qu'ils ont consommé beaucoup de DAPA, donc ils ont aussi de la BPCO. Il faut faire aussi un bilan cardiovasculaire et un bilan hépatique à la recherche d'une cirrhose, compte tenu de l'intoxication alcoolique. Donc, de façon systématique, ne pas oublier ces 2 tiroirs, cancer associé et l'opérabilité. Donc, la chirurgie, je vais y passer rapidement parce que je pense que vous l'aborderez cet après-midi. Donc, il y a les critères de non-opérabilité et les critères de non-résécabilité. Donc, il faut bien distinguer les deux. Vous pouvez avoir un patient qui a une tumeur résécable mais qui n'est pas opérable et un patient opérable mais qui a une tumeur non résécable. Et donc, chez ce patient, à l'issue de ce bilan, donc on résume, 69 ans, cancer épidermoïde du tiers moyen de l'œsophage, T2N1, sans lésion à distance, il n'y a pas de cancer associé, il n'y a pas de contre-indication opératoire. Quel traitement proposez-vous? Alors, traitement endoscopique,
on peut peut-être déjà l'exclure compte tenu de ce que vient nous dire Gabriel. Une radiochimiothérapie exclusive, une radiochimiothérapie préopératoire, une chirurgie seule ou une chimiothérapie périopératoire. J'entends chimio. Fait de la chimiothérapie avant de l'opérer? Sur un carcinome épidermoïde, Oui. comme je suis à côté du professeur Florence Huguet, on va dire radiochimiothérapie. Et comme on est à l'Académie de chirurgie, on va dire préopératoire. Préopératoire. Et si tu n'avais pas été à l'Académie de chirurgie? J'aurais quand même dit préopératoire parce que je Préopératoire. suis chirurgien. C'est ça le problème. Alors, si tu n'avais pas été chirurgien? Ah, là, j'aurais hésité. J'aurais hésité. Alors moi, je ne suis pas chirurgienne et donc j'aurais dit radiochimiothérapie potentiellement exclusive avec chirurgie du résidu si nécessaire. Alors ça, c'est la réponse classique, professeur On Huguet. voit la complexité de la situation. Pas du tout de concurrence entre les spécialistes. Donc, c'est plutôt radiochimiothérapie préopératoire. Lorsque dit le professeur Huguet, c'est qu'il est difficile parfois au moment du bilan préthérapeutique d'avoir une appréciation précise de l'étendue de la tumeur. Et donc, on peut partir en fait sur une espèce de schéma de radiochimiothérapie exclusive parce que les doses de radiothérapie et de chimiothérapie ne sont pas forcément les mêmes que la radiochimiothérapie préopératoire. Mais ce qui est recommandé, c'est une radiochimiothérapie préopératoire chez un patient qui a une tumeur résécable et qui n'a pas de contre-indication opératoire. Et ça, c'est basé sur l'étude CROSS. Alors, il n'y aura pas beaucoup d'essais thérapeutiques. Je vais vous faire le plaisir de ne pas vous montrer un catalogue d'essais randomisés, mais il y en a quelques-unes à connaître. Il y a l'étude CROSS, qui est une publication de New England, qui avait du coup comparé des patients qui avaient un cancer de l'œsophage, et d'ailleurs, quel que soit le type histologique, entre chirurgie seule et radiochimiothérapie préopératoire. Et vous voyez ici, alors déjà, quand on regarde les caractéristiques des patients, on voit qu'il y a une majorité en réalité des patients qui avaient un adénocarcinome de l'œsophage. 3/4 des patients avaient un adénocarcinome, seul 1/4 avait un carcinome épidermoïde. Et quand vous regardez la localisation de la tumeur, vous voyez que c'était plutôt tiers inférieur de l'œsophage, voire les jonctions dans 70% des cas. Donc voilà les résultats de l'étude. On voit que le bras radiochimiothérapie préopératoire fait mieux que la chirurgie seule. Donc c'est des courbes de Kaplan-Meier avec des résultats qui étaient statistiquement significatifs en faveur de la radiochimiothérapie préopératoire. Et voilà le protocole qui est proposé, le schéma CROSS, 41 grés, avec une chimiothérapie par carbotaxol, alors que quand on fait de la radiochimiothérapie exclusive, par exemple pour un patient qui n'est pas opérable, on va plutôt monter jusqu'à 50 grés et on va plutôt faire une chimiothérapie par Folfox. Fais gaffe parce qu'il te reste très peu de temps. Vas-y. Alors, ce que je vous proposais, c'est de faire de l'interaction, si vous voulez, cas clinique. Donc, le patient est opéré. Sur la pièce opératoire, c'est une tumeur qui est YPT1N0. Quel traitement adjuvant proposez-vous? Rien. Chimiothérapie adjuvante, immunothérapie, on appelle le nivolumab. Immunothérapie seulement si la tumeur surexprime la protéine PDL1 ou chimiothérapie plus immunothérapie. Donc, montre-nous l'étude. Immunothérapie? Immunothérapie. Immunothérapie, c'est PDL1 positif. En fait, c'est immunothérapie chez tous les patients. Et ça, c'est le. On va pas parler en préopératoire, mais bon, thérapie ciblée ou immunothérapie, c'est. Alors, il y a des études qui évaluent. Opératoire, c'est quand Ouais. même une discussion qui peut Ouais. avoir. Alors, pour les cancers de l'œsophage, il y a des études qui évaluent l'intérêt de rajouter de l'immunothérapie à une radiochimiothérapie préopératoire. On attend les résultats de ces études. Mais pour l'instant, c'est de la radiochimiothérapie préopératoire. Actuellement, pas de thérapie ciblée dans cette situation. Oui. Donc, voilà cette étude. Donc, c'est la deuxième étude aussi à connaître. C'est la CheckMate 577, qui est un essai randomisé de phase 3, qui a randomisé donc, les patients qui avaient une chirurgie pour un cancer de l'œsophage, quel que soit le type histologique d'ailleurs, et qui avaient reçu une radiochimiothérapie préopératoire. Il fallait qu'il y ait un résidu tumoral sur la pièce opératoire. Et cette étude randomisée de phase 3 a montré qu'il y avait un bénéfice en survie sans récidive pour les patients qui recevaient de l'immunothérapie par rapport à ceux qui ne recevaient rien. Parce que le traitement standard avant cette étude, c'était une surveillance simple. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regardait les analyses de ce groupe non préplanifié, on voit que ceux qui bénéficiaient le plus de l'immunothérapie, c'était plutôt les patients qui avaient un cancer de l'œsophage plus que ceux qui avaient un cancer de la jonction œsogastrique. C'était plutôt ceux qui avaient un carcinome épidermoïde plus que ceux qui avaient un adénocarcinome. Et ceux qui avaient une expression de PDL1 positif, il y avait un cutoff à 5, mais ceux qui avaient une expression
importante de PDL1 tirer un plus grand bénéfice de l'immunothérapie. Toujours est-il que c'est des analyses exploratoires et que l'AMM qui a été octroyée, c'est chez tous les patients qui ont été opérés d'un cancer de l'œsophage, quels que soient les types histologiques, et après avoir reçu une radiochimiothérapie préopératoire. Et donc, ce médicament est maintenant accessible et remboursé depuis janvier 2023. On peut juste noter qu'entre l'AMM européenne et l'accessibilité et le remboursement du médicament, c'est qu'il peut se passer parfois plusieurs mois. Cas clinique numéro 2, c'est pour l'estomac. Oui, monsieur. On peut ne pas faire le cancer de l'estomac. Je ne sais pas, parce que ça va être compliqué au point de vue horaire. Parce que regardez ce qu'il vous reste. Il me reste combien de temps? 25 secondes. Ce n'était pas jusqu'à 10 heures. Ah oui, c'était pour faire la discussion après. C'est ça, c'est 10 minutes de discussion. D'accord, d'accord. Normalement, c'est jusqu'à 10h30, d'après le programme que j'avais fait. Mais c'est comme vous voulez, on peut s'arrêter maintenant. Allez-y vite. Donc, cancer de l'estomac. Donc, c'est un patient qui a à peu près le même âge, 68 ans, qui consulte son médecin traitant pour des douleurs abdominales associées à un amaigrissement de 3 kg. Mais ça vient de retentir la sonnerie. En 4 mois, il se dit aussi fatigué. Vous voyez sur la prise de sang qu'il a une anémie fériprive et le reste du bilan est normal. Donc, quelle exploration proposez-vous chez ce patient qui a des douleurs abdominales, une petite altération d'état général et une anémie fériprive? Attention, il y a un piège. Alors, ce qui est recommandé, c'est de faire des explorations endoscopiques avec d'abord une coloscopie, par argument de fréquence, c'est un cancer du côlon ou du rectum. Donc, ce monsieur a une coloscopie qui est normale et par contre, la gastroscopie, elle montre cette lésion que vous voyez ici, ulcéro-bourgeonnante, juste au-dessus de l'angulus. Vous voyez ici l'antre en bas, l'angulus, et en sus angulaire, vous avez cette lésion, et là, c'est la pince à biopsie réalisée et qui montre qu'il s'agit d'un adénocarcinome bien différencié de phénotype intestinal. Quels sont les facteurs de risque de l'adénocarcinome gastrique? On en a parlé précédemment. Donc, Helicobacter pylori, la réponse est oui. Ce qu'il faut savoir pour Helicobacter pylori, c'est quand vous regardez tous les cancers de l'estomac, en fait, 80% de ces cancers de l'estomac sont la conséquence d'une infection à Helicobacter pylori. Par contre, parmi ceux qui ont une infection à Helicobacter pylori, seulement 1% de ces malades développeront un cancer de l'estomac. Est-ce que la consommation élevée de sel est un facteur de risque? La réponse est oui, avec les nitrites. Vous savez notamment qu'au Japon, avec l'arrivée du réfrigérateur, parce qu'en fait, il y avait une conservation du poisson par salaison. Donc, c'est pour ça qu'il y avait une incidence importante du cancer de l'estomac. Et avec l'arrivée des réfrigérateurs, cette incidence a diminué. Est-ce que le syndrome de Leach est un facteur de risque du cancer de l'estomac? La réponse est oui. C'est surtout une prédisposition au cancer du côlon et de l'utérus, mais également du cancer de l'estomac. Et d'ailleurs, il faut le surveiller. La mutation germinale CDH1, donc on en a discuté tout à l'heure avec le docteur Florence Renaud. Effectivement, la mutation germinale CDH1, c'est une prédisposition au cancer de l'estomac. Et les patients qui ont cette mutation doivent avoir une gastrectomie prophylactique à partir de l'âge de 20 ans, parce que c'est quelque chose qu'on surveille très mal, parce que c'est plutôt des cancers lignitiques ou à cellules indépendantes. Et la pancréatite chronique n'est pas un facteur de risque. Quel examen prescrivez-vous en première intention dans le cadre du bilan d'extension? Allez, j'avance. Donc, c'est toujours pareil, c'est toujours le scanner en première intention. On ne fait pas d'autres examens. Et le scanner, ce qui permet de faire le bilan d'extension de la maladie. Là, je vais passer donc l'endoscopie, l'écho-endoscopie, le scanner en première intention. L'écho-endoscopie, on le fait en deuxième intention si la maladie n'est pas métastatique. L'IRM et l'échographie abdominale, c'est s'il y a des lésions suspectes au scanner. Le TEP scanner n'est pas fait de façon systématique, contrairement au cancer de l'œsophage. Alors, ce qui est recommandé de plus en plus, c'est une laparoscopie exploratrice à la recherche d'une carcinose péritonéale, notamment pour les patients qui ont une grosse tumeur de l'estomac ou qui ont une forme diffuse, puisqu'on sait que le risque de trouver une carcinose péritonéale infraclinique est relativement important. Donc, chez ce patient, finalement, qui a un cancer de l'estomac, avec un scanner qui a été réalisé qui ne montre pas de lésion à distance, donc il y a eu une écho-endoscopie qui a été réalisée en deuxième intention et qui classe la tumeur T2N0. Quel traitement proposez-vous? Traitement endoscopique, donc on l'a vu avec Gabriel tout à l'heure pour une tumeur T2N0, c'est non. Radiochimiothérapie exclusive, radiochimiothérapie préopératoire, chirurgie seule ou chimiothérapie périopératoire. Donc pour les cancers de l'estomac, c'est chimiothérapie périopératoire. Et ça, c'est la troisième étude de phase 3. Je ne vous ai pas mis beaucoup d'études. La troisième à connaître, c'est cette étude qui a comparé en fait le FLOT périopératoire. Donc, c'est une trichimiothérapie qui a été comparée à un protocole de chimiothérapie obsolète
Et ce traitement, qui a été publié dans le Lancet en 2019, a montré qu'il était plus efficace que la chimiothérapie obsolète qui s'appelle ECF ou ECX, en améliorant de façon statistiquement significative à la fois la survie sans récidive et la survie globale. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans l'analyse de ce groupe, on voit que les patients qui avaient une tumeur de la jonction œsogastrique, qui représentait 56% des malades, avaient également un bénéfice de la chimiothérapie périopératoire. Donc, la question qui vous brûle les lèvres, c'est de savoir, en fait, on voit que dans cette étude, une majorité de patients avaient un adénocarcinome de la jonction œsogastrique. Mais on a vu qu'il y avait un autre standard thérapeutique pour les jonctions œsogastriques, qui est la radiochimiothérapie préopératoire. Donc là, je vous ai résumé sur cette diapositive tout ce que je viens de vous raconter en 20 minutes. C'est que les cancers de l'œsophage épidermoïde, c'est plutôt de la radiochimiothérapie préopératoire. Pour les cancers de l'estomac, donc les adénocarcinomes, c'est de la chimiothérapie périopératoire. Par contre, quand vous avez des adénocarcinomes de la jonction œsogastrique, vous vous rappelez dans l'étude CROSS, c'était une majorité de patients qui avaient un adénocarcinome. On voit qu'avec le FLOT aussi, c'est une majorité de patients qui avaient un adénocarcinome de la jonction. Et donc, on peut faire soit l'une, soit l'autre. Est-ce que vous avez une préférence? C'est des débats à n'en plus finir dans les RCP, ça. Ouais. Alors, on a quelques éléments de réponse. On a un essai randomisé qui a comparé les deux stratégies. Donc, c'est un essai randomisé de phase 3 qui a pris que les adénocarcinomes de la jonction et qui a comparé une radiochimio pré-op versus une chimiothérapie périopératoire. Et vous voyez au passage que le bras chimiothérapie périopératoire, c'était le bras de chimiothérapie obsolète. Là, aujourd'hui, c'est le FLOT, alors que là, dans cette étude, c'était le CX ou le CF. Donc, voilà les courbes de survie, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de différence entre la radiochimiothérapie préopératoire et la chimiothérapie périopératoire pour les adénocarcinomes de la jonction. Mais il y a une autre étude qui s'appelle ESOPEC qui va comparer une radiochimio pré-op pour les adénocarcinomes de la jonction œsogastrique avec une chimiothérapie périopératoire, mais avec le nouveau standard qui est le FLOT et non pas le CX. Et donc, on a vu que pour la radiochimiothérapie pré-op, on faisait de l'immunothérapie en post-opératoire. Pour la chimiothérapie périopératoire, est-ce qu'il y a un intérêt à rajouter de l'immunothérapie? Il y a 3 essais en fait qui posent cette question de savoir que pour les adénocarcinomes de l'estomac, donc je vous dis le standard thérapeutique, c'est la chimiothérapie périopératoire. Il y a des essais qui ont évalué l'intérêt de rajouter de l'immunothérapie à cette chimiothérapie périopératoire. Vous voyez en fait que ces 3 études ont montré qu'il y avait une augmentation de la réponse histologique complète quand on fait de l'immunothérapie sur la pièce opératoire. Par contre, on attend les résultats de survie. On a envie de savoir, est-ce que quand il y a une meilleure réponse histologique, est-ce que ça se traduit par une meilleure survie du malade? Parce que c'est quand même l'objectif principal, c'est d'améliorer la survie des malades. Pour l'instant, on n'a pas les résultats de survie de l'étude Dante et l'étude Matterhorn. Par contre, on a les résultats de survie de la Keynote 585 qui ont été communiqués récemment. Et malheureusement, malgré une amélioration de la réponse histologique complète, ça ne se traduit pas par une amélioration de la survie des malades. Cas particulier, tumeur MSI, je laisserai Thierry André en parler. Et donc, je passe directement toutes ces diapositives. Et juste pour vous montrer la conclusion, pour l'œsophage, quand c'est une tumeur T1, N0, M0, c'est traitement endoscopique ou chirurgical. Au-delà, vous faites une radiochimiothérapie préopératoire, pré-op radicale et post-op chimiothérapie. Non, pardon, ça c'est l'estomac. Donc, on fait de la chimiothérapie périopératoire. Et pour les patients qui n'ont pas eu de chimiothérapie préopératoire, parce que vous avez dû les opérer d'emblée parce qu'ils avaient une tumeur qui était en occlusion ou qui saignait, c'est chirurgie puis chimiothérapie post-opératoire. Et pour l'œsophage, donc les tumeurs T1, N0, c'est résection endoscopique ou chirurgie. Et pour les tumeurs au-delà de T1, pour les épidermoïdes, c'est une radiochimiothérapie préopératoire suivie de nivolumab. Pour les patients qui ne sont pas opérables, on fait plutôt de la radiochimiothérapie exclusive. Et pour les patients qui ont un adénocarcinome de l'œsophage, vous pouvez soit faire une chimiothérapie périopératoire comme pour les cancers de l'estomac ou une radiochimiothérapie préopératoire suivie d'une immunothérapie post-opératoire. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Aziz. Donc, pour conclure, et je crois que c'est important, Pierre de Messier posait la question. En fait, il n'y a pas de place, en dehors de l'immunothérapie en adjuvant pour les épidermoïdes, pour les thérapies ciblées en tumeurs non métastatiques. Donc, ça, c'est un message simple. Mais au jour d'aujourd'hui, Oui. même les HER2 n'ont pas d'indication à un traitement néoadjuvant. Oui. Les études ont été négatives concernant. Donc, ça simplifie un peu les choses. On attend des choses dans le futur, mais actuellement, il n'y a rien de démontré en dehors de
de l'immunothérapie en adjuvant dans les cancers de l'œsophage traités par radiochimio, pas en réponse complète histologique. Micro, s'il vous plaît. Et pour les cancers du cardia, il me semble avoir lu que l'immunothérapie pour des cancers localisés était plus efficace que la chimio. Actuellement, on n'a pas de... L'étude Affinity, je crois, non? Alors, là, c'est pour les patients MSI, on va parler des MSI, patients. oui. Et ça, c'est une toute petite fraction dont je parlerai tout à l'heure. Donc, la deuxième chose importante, c'est finalement, on a travaillé avec vous tous, c'est que finalement, on fait une chimio qui est T-Fox, qui est quand même relativement toxique. Hein, c'est une trichimio. Et ce qui est très frustrant et très difficile, c'est quel que soit le résultat, finalement, qu'il n'y ait plus rien ou que c'est très bien marché ou que c'est très mal marché, on fait quand même 4 cycles après l'intervention. Et là, on aimerait bien savoir à qui il faut pas, et on ne sait pas. Donc, finalement, on ne sait pas si ça a très bien marché en pré-op, si ça sert à quelque chose de le faire en post-op. Et il y a quelques données pour dire que si ça n'a pas très bien marché en pré-op, il faut quand même le faire en post-op. Donc là, on est très, très mal à l'aise et on a beaucoup de progrès à faire. Et il y a des projets d'études sur l'adaptation en fonction de la réponse histologique. Et là, actuellement, on n'a pas on fait la même chose pour tout le monde, ce qui n'est pas génial. Et on aimerait bien progresser. Et il y a des projets et des études sur ce sujet. Donc, il y a sûrement des questions. Une question? Non, peut-être.